C'est parfaitement équilibré. Si le but est uniquement le divertissement, si l'on peut divertir et éduquer, c'est encore mieux. Et si l'on peut divertir, éduquer et élever l'esprit? Mel Gibson est connu pour des blockbusters comme Braveheart, L'Arme fatale et le très controversé La Passion du Christ. Des films qui ont marqué l'excellence hollywoodienne et repoussé les limites culturelles. Mais à l'été 2006, sa vie a pris un tournant brutal et tragique. Quelques heures seulement après avoir conclu une interview très médiatisée, le réalisateur oscarisé s'est retrouvé menotté sur la Pacific Coast Highway à Malibu. Ce qui devait être une simple interview de célébrité s'est instantanément transformé en l'un des plus grands désastres de relations publiques de l'histoire d'Hollywood. Alors, qu'a-t-il dit exactement lors de cette interview qui a mené à son arrestation? Suivez-nous pour en savoir plus. Les 145 $0 pour s'évader. Comment un procès pour accident du travail en 1968 a permis de restructurer une famille à l'échelle mondiale. Bien avant de faire la une des journaux sur la Pacific Coast Highway, Malcolm Sil Gerard Gibson n'était qu'un enfant de la banlieue new-yorkaise. Né le 3 janvier 1956 à Peekskill, Mel a grandi dans une famille nombreuse et animée, sixième d'une fratrie de 11 enfants. Ses parents, Hutton et Anne Patricia Gibson, ont élevé leur grande famille en restant profondément attachés à leurs racines irlando-américaines. D'ailleurs, les prénoms uniques de Mel étaient directement inspirés de saints irlandais, un clin d'œil à Longford, ville natale de sa mère. Le monde du spectacle et la réussite semblaient également couler dans ses veines, grâce à une grand-mère chanteuse d'opéra accomplie et un grand-père qui a fait fortune dans l'industrie du tabac. Mais la vie du clan Gibson prit un tournant radical en 1968, après avoir remporté un procès retentissant de 145 $0 pour un accident du travail. Une somme qui vaudrait aujourd'hui bien plus d'1 million de dollars. Le père de Mel décida qu'il était temps de prendre un nouveau départ. Il fit ses valises et emmena toute sa famille à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Galles. En Australie. Mel n'avait que 12 ans lorsqu'il est arrivé au pays d'origine de sa grand-mère. Ce déménagement n'était pas qu'une simple mesure financière. C'était une stratégie délibérée de son père pour épargner à son frère aîné la conscription pour la guerre du Vietnam. Installé en toute sécurité en Australie, le jeune Mel passa son adolescence à étudier chez les frères des écoles chrétiennes, au Collège catholique Saint-Léon. L'Australie le marqua profondément et, par la même occasion, il marqua le monde du cinéma. Dès ses débuts comme acteur, l'élite hollywoodienne et les critiques de cinéma le remarquèrent immédiatement. Le critique légendaire Vincent Canby ne tarissait pas d'éloges à son sujet, affirmant que le jeune acteur possédait ce charisme rare et indéfinissable, rappelant un jeune Steve McQueen. D'autres y voyaient un mélange magnétique d'icônes classiques comme Clark Gable et Humphrey Bogart. Ce charisme brut l'a rapidement propulsé au rang de star hollywoodienne, notamment après ses rôles dans la saga Mad Max, le poignant drame de guerre Gallipoli et la franchise à succès, L'Arme fatale, consacrant définitivement son statut de héros d'action mondiale par excellence. Pourtant, Mel a refusé d'être catalogué. Il a lutté activement contre le stéréotype, allant jusqu'à refuser le rôle légendaire de James Bond, malgré le soutien personnel de Sean Connery. Au lieu de cela, il a choisi d'explorer toute l'étendue de son talent d'acteur, passant avec aisance des drames humains profonds, comme Hamlet, aux comédies romantiques populaires comme Ce que veulent les femmes. Ne se contentant pas d'être devant la caméra, Mel est passé derrière, devenant un réalisateur et producteur de premier plan. Il a signé des épopées cinématographiques comme Braveheart et le poignant Apocalypto. À l'aube du nouveau millénaire, on le comparait à des icônes telles que Cary Grant et Robert Redford, un enfant chéri d'Hollywood qui avait conquis l'industrie à sa manière. Bien avant de réaliser des superproductions,
ou de dominer le box-office mondial. Mel n'était qu'un artiste en difficulté, en quête de reconnaissance. Ce moment décisif survint au début de sa carrière lorsqu'un film d'action australien à petit budget lui offrit un cachet modeste et un tremplin inattendu vers la célébrité. Le film Mad Max 1977, sorti à 90 $, a révolutionné le cinéma indépendant. Avant d'être une star internationale, Mel Gibson n'était qu'un étudiant en art dramatique fauché parmi tant d'autres. Perfectionnant son art, il a étudié à l'Institut national d'art dramatique de Sydney, où, aux côtés de la future star, Judy Davis, il a interprété les rôles principaux dans Roméo et Juliette, prouvant qu'il n'avait pas peur des défis. Mel a même incarné la reine des fées Titania dans une production expérimentale du Songe d'une nuit d'été. Après avoir obtenu son diplôme en 1977, il se lance immédiatement dans le cinéma. Il décroche son premier rôle dans un film intitulé Summer City, empochant la somme faramineuse de 400 $. La même année, il obtient le rôle principal dans un petit film intitulé Mad Max. Il n'a touché que 90 $, mais cela allait changer sa vie à jamais. Même avec un film à succès déjà en boîte, Mel ne menait pas encore la vie glamour d'Hollywood. Il est resté fidèle à ses racines théâtrales et a rejoint la State Theatre Company d'Australie méridionale. Durant cette période, il partageait un petit appartement à Adélaïde où il louait 30 $ par semaine avec sa future épouse, Robin Moore, pour subvenir à ses besoins. Il accepta le rôle d'un jeune homme souffrant d'un handicap mental dans le film Tim et fit des apparitions dans diverses séries télévisées australiennes, notamment The Sullivans et Cop Shop. Mel resta fidèle à ses racines théâtrales pendant des années, partageant notamment la scène avec Geoffrey Rush dans En attendant Godot et donnant plus tard la réplique à Sissy Spacek dans une production de Love Letters en 1993. Au milieu des années 1980, l'Amérique l'appelait. Mel fit ses débuts remarqués à Hollywood aux côtés de Sissy Spacek dans le drame de 1984, The River, où il incarnait un fermier du Tennessee en difficulté. Il enchaîna avec le drame romantique gothique Miss Soulful, mais le rythme effréné des tournages finit par avoir raison de lui. Après avoir enchaîné 4 films, Mel a fait ses valises et s'est accordé une pause de 2 ans pour se ressourcer dans son ranch australien. Ce repos lui a été extrêmement bénéfique. Il est revenu à l'écran en 1987 dans le rôle de Martin Riggs, personnage déjanté de L'Arme Fatale, un succès phénoménal qui a définitivement consacré son statut d'acteur hollywoodien de premier plan. Du jour au lendemain, tout le monde le voulait. Il a dominé le box-office avec Tequila Sunrise et L'Arme Fatale 2, et dès 1990, sa popularité était telle qu'il a sorti 3 films à gros budget la même année: Bird on a Wire, Air America et Hamlet. Tout au long des années 1990, Mel a su mener de front avec brio les superproductions et ses projets personnels qui lui tenaient à cœur. Le public l'a adoré dans Forever Young, Maverick et Ransom. Il a même prêté sa voix à John Smith dans Pocahontas de Disney. En 2000, Mel B touchait un salaire record de 25 millions de dollars pour son rôle principal dans The Patriot. Il était un véritable roi du box-office. Chicken Run et Ce que veulent les femmes ayant tous deux franchi la barre des 100 millions de dollars la même année. En 2002, il a joué dans le thriller de science-fiction Signs, rôle qui est devenu le plus lucratif de toute sa carrière. Mais au sommet de sa gloire, Mel s'est lassé des projecteurs. Lors de la tournée promotionnelle de Signs, il a confié ne plus vouloir être une star de cinéma et ne rejouerait que pour un scénario véritablement exceptionnel. Il ne mentait pas.
Mel s'est tourné vers la réalisation, une décision que les dirigeants du studio l'avaient d'ailleurs incité à prendre en 1989. Pour maîtriser son destin, il a fondé Icon Productions. Il a fait ses débuts de réalisateur avec L'Homme sans visage en 1993, mais c'est son deuxième film, Braveheart, qui a bouleversé l'industrie et lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur. Mel aimait repousser les limites. En 2004, il a réalisé La Passion du Christ, un film profondément personnel tourné entièrement en araméen et en latin. Malgré la vive controverse qui l'entourait, le film devint un véritable phénomène commercial, rapportant plus de 370 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Il enchaîna avec Apocalypto en 2006, une autre épopée intense au dialogue minimaliste. Malheureusement, alors même que sa carrière de réalisateur était en plein essor, sa vie personnelle le plongea dans une spirale infernale. Une série de sorties publiques toxiques et de déclarations controversées a terni son image d'enfant chéri. En 2010, après la fuite d'un enregistrement d'une violente dispute avec son ex-petite amie, sa puissante agence artistique, William Morris Endeavor, l'a immédiatement lâché. Hollywood lui a tourné le dos. Il a même été renvoyé du tournage de Very Bad Trip 2 après que l'équipe ait protesté contre sa participation. Mel, autrefois vedette à 25 millions de dollars, s'est retrouvé à jouer des méchants excentriques dans des films d'action comme Machete Kills et Expendables 3. Pourtant, il a refusé de disparaître complètement. Il a patiemment reconstruit sa carrière, réalisant le drame de guerre acclamé par la critique Hacksaw Ridge en 2016 et le thriller Flight Risk en 2026. Il a également développé Icon Productions pour en faire un acteur majeur de la distribution internationale et a été producteur exécutif du succès surprise Sound of Freedom en 2023. Le parcours de Mel Gibson a été une aventure mouvementée et imprévisible. L'histoire d'une ascension fulgurante à Hollywood, de descentes aux enfers qu'il s'est lui-même infligées et d'une volonté farouche de créer un art à sa façon. Si Gibson a su reconstruire sa carrière après ses revers publics, l'acteur qui a donné vie à sa vision la plus controversée n'a pas eu cette même chance. Le succès historique au box-office de cette épopée religieuse a eu un prix dévastateur pour son acteur principal, ruinant sa carrière dès la sortie du film en salle. Le film qui a ruiné une carrière, Pourquoi Jim Caviezel a été mis sur liste noire. À l'été 2004, Mel Gibson sortait La Passion du Christ, un film qui déclenchait instantanément une vive polémique à travers le monde. Le film se concentre entièrement sur les 12 dernières heures de la vie de Jésus, avec Jim Caviezel dans le rôle principal. Le public s'est retrouvé complètement divisé. Certains l'ont salué comme un chef-d'œuvre religieux, tandis que d'autres l'ont jugé offensant et excessivement sanglant. Mais ces polémiques n'ont fait qu'attiser la curiosité, contribuant au succès phénoménal du film et à son ascension fulgurante au box-office, faisant de lui le film classé R le plus rentable de l'histoire des États-Unis. Derrière l'immense succès du film, se sont indignés la colère des critiques et des chefs religieux qui estimaient qu'il offrait aux groupes haineux un prétexte pour répandre de fausses rumeurs sur les Juifs. Nombreux étaient ceux qui affirmaient que Gibson avait délibérément ignoré l'histoire de Jésus afin de choquer par une violence extrême, et les experts ont rapidement constaté que plusieurs scènes ne correspondaient pas au récit biblique. Bien que le film se prétendît fidèle à la réalité, Gibson avait pris d'importantes libertés artistiques, bouleversant le sens des Écritures traditionnelles. Dans la Bible, Jésus est connu pour son amour et sa bonté, mais ce film se concentre presque exclusivement sur la douleur, la souffrance et la peur. Les digressions historiques commencent dès la première scène, où Jésus prie dans un jardin obscur lorsqu'apparaît une silhouette inquiétante
et drapé d'une cape représentant Satan. Soudain, un serpent géant surgit et Jésus lui écrase la tête d'un pied. Une scène spectaculaire à l'écran, mais qui ne figure nulle part dans le Nouveau Testament. Gibson a également eu recours à des ficelles de films d'horreur bon marché pour créer du suspense, comme lors de la scène de la flagellation, où la caméra montre Satan tenant un bébé démoniaque pâle et difforme qui sourit et se moque de Jésus. Ce nourrisson effrayant a été entièrement inventé pour le drame hollywoodien et n'a aucun fondement dans aucun texte religieux. La séquence de la crucifixion elle-même subit le même traitement hollywoodien, puisque le film montre Jésus portant à lui seul tout le poids de la lourde croix de bois. En réalité, les historiens affirment que les criminels ne portaient que la traverse supérieure, et les spécialistes débattent encore de la question de savoir si Jésus a réellement été cloué au bois, car les Romains avaient coutume d'attacher les prisonniers avec des cordes pour prolonger leur agonie. Même l'apparence et le langage des personnages ne sont pas historiquement exacts. Jim Caviezel a le teint clair et une barbe soignée, mais les historiens modernes s'accordent à dire qu'un homme vivant au Moyen-Orient, il y a 2 ans, aurait eu le teint beaucoup plus foncé. La question des vêtements pose également problème, car Jésus porte un simple pagne pendant la torture, alors que les véritables exécutions romaines visaient à humilier complètement le condamné en le déshabillant entièrement devant la foule. De plus, le film montre Jésus s'exprimant en latin parfait devant le gouverneur romain, alors qu'un charpentier du coin ne connaîtrait que quelques mots de base. Une scène de flashback montre même un jeune Jésus construisant une table à manger moderne, alors qu'à l'époque, on mangeait assis par terre. La plus grande polémique autour du film a porté sur l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine envers les Juifs. Ce ton agressif n'a pas surpris les critiques, d'autant plus que Mel Gibson s'est par la suite attiré de sérieux ennuis pour des propos dénigrants envers les Juifs. Comble de l'ironie, Jésus lui-même était juif de naissance et de mort. Or, le film ignore totalement ce fait et présente les personnages juifs comme les grands méchants. Gibson dépeint la foule juive comme une meute sanguinaire réclamant le maximum de souffrance, ce que les chefs religieux ont dénoncé, car cela renforçait de dangereux préjugés ancestraux. Le scénario étant tellement controversé, les grands studios hollywoodiens refusèrent de l'obtenir, obligeant Gibson à financer et distribuer le film sur ses propres deniers. Face à la polémique grandissante, l'équipe de communication du film tenta de redorer son image en instrumentalisant le pape Jean-Paul II, qui aurait visionné le film et déclaré qu'il était fidèle à la réalité. Le public interpréta cela comme une validation officielle de l'exactitude historique du film par le chef de l'Église catholique, ce qui exacerba la colère des critiques. La polémique a pris une telle ampleur que le Vatican a dû publier un communiqué officiel pour clarifier la situation. Cependant, leurs explications n'ont fait qu'accroître la confusion, car le pape ne donne jamais publiquement son avis sur les œuvres d'art. Ils ont confirmé qu'il avait vu le film, mais ont refusé de dire s'il avait réellement prononcé cette fameuse remarque. Au fond, le film se caractérise par son extrême brutalité, puisque la majeure partie de ces 2 heures est consacrée aux scènes de flagellation et de coups infligés à Jésus. Les critiques ont jugé la violence du film si extrême qu'elle relevait de l'horreur pure et simple. Dans les salles, certains spectateurs ont eu des réactions physiques intenses, pleurs, évanouissements, vomissements. Une femme du Kansas a même succombé à une crise cardiaque pendant la scène de crucifixion, d'une violence insoutenable. Le célèbre critique de cinéma Roger Ebert a déclaré sans ambages qu'il s'agissait du film le plus violent qu'il ait jamais vu. Si la polémique a rendu Mel Gibson immensément riche, elle a, quant à elle, ruiné la carrière de Jim Caviezel. Avant d'incarner Jésus, Caviezel était une étoile montante d'Hollywood, ayant décroché des rôles principaux dans des succès comme Le Comte de Monte Cristo. Mais ce rôle a tout changé.
Il a confié plus tard à une congrégation religieuse qu'Hollywood l'avait complètement mis sur liste noire après la sortie du film. Et le plus incroyable, c'est que Mel Gibson l'avait prévenu 20 minutes après lui avoir proposé le rôle. Gibson a rappelé Caviezel et l'a supplié de ne pas l'accepter, lui disant « Tu ne travailleras plus jamais dans ce milieu ». Caviezel a pris le risque malgré tout, en raison de sa foi personnelle. Bien que sa carrière ait été brisée, il affirme n'avoir aucun regret et ne pas en vouloir à Gibson, expliquant au public que si Mel est un pécheur, il a simplement besoin de prière plutôt que de colère. Mais ce ne serait pas la dernière fois que l'univers cinématographique de Gibson se heurterait au chaos de sa vie privée. Quelques années seulement après que son film religieux ait divisé le public, sa vie privée s'est effondrée, révélant une relation toxique en coulisses qui allait plonger toute l'industrie du divertissement dans la stupeur. Les fuites audio de 2010, la rupture tumultueuse qui a secoué Hollywood. Mel Gibson est sans conteste l'une des stars les plus recherchées d'Hollywood, et son travail d'acteur et de réalisateur lui a valu une renommée et une couverture médiatique considérable au fil des décennies. Il a offert au public des moments cinématographiques inoubliables et réalisé certains des films épiques les plus réussis de l'histoire du cinéma, le maintenant ainsi sous les feux de la rampe internationale. Si sa carrière professionnelle a presque toujours été couronnée de succès, sa vie privée, en revanche, a fait couler beaucoup d'encre dans les médias depuis tout autant de temps. Mel a vécu une existence faite de hauts et de bas intenses. Et même aujourd'hui, le public semble fasciné par les intrigues sans fin qui entourent ses relations et sa vie familiale. Actuellement, les gros titres s'enflamment car Mel est célibataire et, selon certaines sources, prêt à faire de nouvelles rencontres. Des sources proches de la star révèlent que l'acteur de 70 ans traverse une période difficile après sa rupture avec sa compagne de longue date, Rosalind Ross. Cette séparation était loin d'être souhaitée par Mel, qui s'est battu avec acharnement pour sauver leur relation. Mais, selon des sources bien informées, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se remette de cette rupture. Il n'est tout simplement pas du genre à renoncer aux femmes ou à l'amour. Il est déjà activement à la recherche de sa prochaine compagne. Avoir 70 ans ne l'a en rien ralenti, et il parle ouvertement de son désir de trouver une partenaire beaucoup plus jeune, dans la trentaine, prête à s'engager à ses côtés dans une grande aventure et à donner naissance à son 10e enfant. Mel est déjà l'heureux père de 9 enfants de 3 unions différentes, ce qui fait de lui le chef d'une famille véritablement nombreuse. Il a eu ses 7 premiers enfants, âgés aujourd'hui de 26 à 45 ans, avec sa première épouse, Robin Moore. Le couple a été marié pendant 29 ans avant que leur relation ne se détériore et que Robin ne demande officiellement le divorce en 2009. Immédiatement après sa séparation, Mel s'est lancé dans une nouvelle relation avec la compositrice et pianiste russe Oksana Grigorieva. Fin 2009. Ils sont devenus parents d'une petite fille prénommée Lucia. Si tout semblait prometteur en apparence, de profondes fissures commençaient déjà à apparaître dans leur relation. En 2010, leur idylle a volé en éclats, donnant lieu à l'un des scandales les plus retentissants et les plus médiatisés d'Hollywood. Leur rupture a été particulièrement houleuse et Grigorieva a stupéfié le monde entier en déposant une demande d'ordonnance restrictive contre l'acteur et en l'accusant de violence conjugale. La situation s'est considérablement aggravée lorsque des enregistrements audio privés de leur violente dispute ont fuité en ligne, permettant au public d'entendre l'acteur crier et proférer des injures. Ces enregistrements ont largement contribué au dénigrement public dont l'acteur a été la cible. Et même si Grigorieva a affirmé ne pas être à l'origine de la fuite, la réputation de Mel était déjà gravement entachée. Plus tard, Mel a abordé ces graves accusations
lors d'une interview où il a admis avoir giflé Grigorieva une fois, à main ouverte, au cours d'une dispute. Il a fermement nié l'avoir frappé ou lui avoir infligé des blessures graves, expliquant que la gifle avait eu lieu lors d'une dispute, alors que Grigorieva tenait leur bébé dans les bras. Mel a affirmé qu'elle était hystérique et secouait l'enfant, ce qui l'a fait craindre pour sa sécurité. Il l'a alors giflé, espérant qu'elle se calmerait et protégerait leur fille. Il a également nié lui avoir cassé les dents, déclarant qu'une facette dentaire s'était simplement décollée et qu'il n'y avait ni sang ni blessure visible à ce moment-là. Leurs âpres batailles juridiques se sont poursuivies longtemps, portant à la fois sur la garde de leur enfant et sur les accords financiers. Bien que Mel ait initialement accepté de lui verser 750 $ dans le cadre de leur accord, Grigorieva a finalement perdu 500 $ de cette somme pour avoir violé son accord de confidentialité en accordant une interview sur leur passé. Après cette longue bataille pour la garde, Mel a retrouvé l'amour en 2014 avec la cavalière et scénariste Rosalind Ross. 3 ans plus tard, ils sont devenus parents de leur fils, Lars, et leur relation a semblé se stabiliser pendant plus d'une décennie. À cette époque, Mel réussit également à relancer sa carrière grâce à son film de guerre biographique épique qui remporta 2 Oscars, contribuant ainsi à le sortir progressivement de la liste noire d'Hollywood qu'il avait mise au ban en raison de ses propos controversés passés. Mel et Rosalind restèrent longtemps ensemble et tout récemment, leurs 2 plus jeunes enfants l'accompagnèrent sur le tapis rouge pour une avant-première. Mais fin 2025, Mel confirme sa séparation d'avec Rosalind, le laissant à nouveau célibataire. Mel traverse actuellement une nouvelle période de profond chagrin personnel qui l'a complètement anéanti. Il serait profondément affecté par la mort soudaine et tragique de son ancienne partenaire à l'écran et amour secret, l'actrice Nadia Faras, décédée récemment à l'âge de 57 ans. Mel et Nadia avaient partagé l'affiche du thriller On the Line en 2022 et des sources proches du couple affirment que leur amitié, très forte, s'était récemment muée en une romance secrète. Tragiquement, Nadia a été retrouvée inconsciente au fond de la piscine d'une salle de sport de luxe à Paris, transportée d'urgence à l'hôpital et placée dans un coma artificiel. Elle est malheureusement décédée d'un arrêt cardiaque. Selon des sources proches de l'acteur, Mel B éprouvait des sentiments très forts pour Nadia et était complètement sous son charme. Sa disparition soudaine représente donc une perte immense et dévastatrice pour lui. Mel B avait toujours parlé d'elle avec beaucoup d'admiration, louant sa sensibilité rare, son élégance et sa sincère gentillesse, tant sur les plateaux de tournage qu'en dehors. Sa mort soudaine a été un choc terrible pour tous, surtout compte tenu des circonstances tragiques de l'accident de piscine et de ses antécédents d'opération cardiaque. Bien que profondément affecté par cette perte, Mel est déterminé à rester fort et à suivre les traces de son père, Hutton Gibson, qui a vécu bien au-delà de 100 ans. Mel espère faire de même et est résolu à refaire sa vie, à rencontrer quelqu'un et à vivre pleinement sa vie comme il l'entend, sans se soucier du regard des autres. Mais alors même que Gibson luttait pour redorer son blason, le destin continuait de lui infliger des épreuves terribles. Des années après que sa carrière ait commencé à se stabiliser, une perte personnelle soudaine et déchirante l'a anéanti, le plongeant dans une souffrance d'une toute nouvelle nature. Le contrôle routier à Malibu, au cœur de la fameuse arrestation de Mel Gibson en 2006. Durant l'été 2006, la vie de Mel Gibson a basculé lors d'une virée nocturne sur la Pacific Coast Highway à Malibu, en Californie. Il était un peu plus de 2 heures du matin, le 28 juillet, lorsqu'un adjoint du shérif local, James Mee, a aperçu la voiture de Gibson roulant à vive allure. L'acteur a été flashé à 140 km/h
dans une zone limitée à 70 km/h, ce qui a entraîné un contrôle routier immédiat. La situation a rapidement dégénéré lorsque le policier a procédé à un test d'alcoolémie, révélant un taux de 112%. Dès l'instant où Gibson a été officiellement arrêté pour conduite en état d'ivresse, l'un des plus grands désastres de relations publiques d'Hollywood a commencé. Alors qu'il était placé en garde à vue, l'acteur de 50 ans a proféré un flot de propos antisémites profondément offensants qui ont instantanément choqué le monde du spectacle et suscité une vive condamnation de la part des dirigeants juifs du monde entier. Des mois plus tard, le 10 octobre 2006, Gibson décida de s'exprimer publiquement pour la première fois sur l'incident lors d'une interview télévisée exclusive avec Diane Sawyer sur ABC News. Revenant sur ses propos haineux, Gibson présenta ses excuses et qualifia ses propres remarques de méprisables. Il tenta de justifier son emportement auprès de Sawyer en le décrivant comme les divagations stupides et insensées d'un ivrogne. Il a insisté sur le fait qu'il travaillait activement à régler ses propres problèmes et à réparer la douleur qu'il avait causée, affirmant que la dernière chose qu'il souhaitait était d'être ce genre de monstre. Lors de l'entretien, Sawyer n'a pas mâché ses mots, demandant à Gibson ce qu'il pensait de la vague massive de personnalités influentes d'Hollywood qui s'étaient immédiatement mobilisées publiquement pour exiger que les studios cessent de travailler avec lui. Gibson a admis que cette réaction le rendait triste, car ses paroles avaient manifestement blessé et effrayé suffisamment de personnes pour provoquer une telle réaction, mais il a souligné que c'était leur choix et qu'il ne pouvait rien faire pour les forcer à changer d'avis. Malgré l'indignation mondiale, Gibson resta ferme sur sa volonté de ne jamais cesser de créer, affirmant à Sawyer qu'il continuerait toujours à travailler et à réaliser des films, car il n'avait jamais vraiment dépendu de personne d'autre que de lui-même. Il admit ne pas se faire d'illusions sur la pérennité de sa carrière, conscient que tout ce qu'il avait bâti pouvait s'effondrer du jour au lendemain. Avec le temps, il espérait que ses actions permettraient de se racheter et de convaincre enfin le monde qu'il n'était pas antisémite, tout en reconnaissant son impuissance face à l'opinion publique et son incapacité à faire autrement que d'avancer et de continuer à vivre. Les conséquences juridiques de cette nuit-là ne se sont pas fait attendre. En août, Gibson a décidé de ne pas contester les accusations devant le tribunal et a plaidé non coupable à une accusation de délit mineur, conduite en état d'ivresse. Le juge l'a condamné à 3 ans de probation et lui a ordonné de suivre un programme de désintoxication alcoolique. 65 jours après son arrestation, Gibson s'est entretenu avec Sawyer et a fièrement confié n'avoir pas touché une seule goutte d'alcool depuis cette nuit fatidique, qualifiant sans embâche l'alcool de poison. Il a toutefois avoué ouvertement que maintenir sa sobriété était un combat acharné et constant. Il a expliqué que même la peur de perdre la vie ou sa famille ne suffit pas toujours à dissuader un toxicomane de boire, décrivant cette dure réalité comme le véritable enfer de la maladie. Il a dit à Sawyer que si l'on a une tendance naturelle à boire, on est totalement impuissant face à cette addiction. Il a souligné qu'il faut maîtriser cette part sombre de soi-même, mais que cela est impossible sans se tourner vers ses amis, ses proches et, en fin de compte, vers Dieu pour obtenir de l'aide et s'en sortir. Chaque fois que la tentation se manifestait dans les mois qui ont suivi son arrestation, Gibson a remercié son entourage de l'avoir soutenu, se disant profondément touché par le nombre de personnes qui l'ont aidé à ne pas sombrer. Ce n'était pas la première fois que Mel luttait contre la toxicomanie. L'acteur avait publiquement souffert d'alcoolisme et de toxicomanie par le passé, mais il était parvenu à rester sobre pendant des années avant une rechute importante.
Il a révélé à Sawyer qu'il avait en fait recommencé à boire quelques mois avant son arrestation en juillet, ce qui montre à quel point une rechute peut survenir rapidement et sans prévenir. Il a décrit cela comme un moment soudain et impulsif, où l'on peut vivre parfaitement bien pendant des années, jusqu'à ce que quelqu'un vous mette un verre de mezcal de Oaxaca sous le nez. En un instant, l'alcool vous brûle l'œsophage, vous laissant un profond regret et la certitude qu'il est impossible de revenir en arrière. Malheureusement pour Gibson, cette arrestation très médiatisée a fait ressurgir d'autres affaires sombres de son passé. En 2010, la célèbre actrice Winona Ryder, connue pour ses rôles dans Beetlejuice et Stranger Things, a accordé une interview révélatrice au magazine GQ. Elle y affirmait que le comportement offensant de Gibson n'était pas un simple incident isolé lié à son arrestation en 2006. Ryder a raconté qu'une quinzaine d'années auparavant, elle et une amie proche avaient assisté à une grande soirée hollywoodienne où Gibson était fortement alcoolisé. Selon Ryder, Gibson s'est approché de son ami, ouvertement homosexuel, et a tenu des propos homophobes particulièrement odieux. Elle a ensuite affirmé que, lorsque la conversation a abordé le fait qu'elle était juive, Gibson s'est tourné vers elle et a tenu des propos extrêmement offensants à propos des « échappés au four crématoire ». Ryder a admis n'avoir jamais entendu cette expression haineuse auparavant et a trouvé l'échange entier profondément étrange et troublant. Elle a alors compris qu'il nourrissait des opinions antisémites et homophobes. Mais lorsqu'elle a tenté de raconter l'histoire dans les années 90, personne à Hollywood ne l'a cru. La polémique a repris de plus belle en 2020, lorsque Ryder a réitéré les mêmes faits lors d'une interview au Sunday Times. Cette fois, l'équipe de Gibson est passée à l'offensive. Un porte-parole a publié un communiqué virulent niant catégoriquement les accusations de Ryder. Le porte-parole a affirmé que Ryder mentait effrontément à la presse, comme elle l'avait fait plus de 10 ans auparavant. De plus, il a nié les allégations de Ryder selon lesquelles Mel aurait tenté de s'excuser auprès d'elle, déclarant que Gibson l'avait en réalité contactée il y a des années pour la confronter à ses mensonges, mais qu'elle avait refusé d'aborder le sujet avec lui. Ryder a rapidement répliqué publiquement, souhaitant bonne chance à Gibson, mais maintenant ses propos. Elle a déclaré croire fermement à la rédemption et au pardon, et espérer sincèrement que Gibson avait trouvé un moyen sain de combattre ses démons intérieurs, tout en précisant qu'elle n'en faisait pas partie. Elle a réaffirmé qu'aux alentours de 1996, elle et son ami Kevin Aucoin avaient été la cible de ses propos haineux, un souvenir douloureux et vivace qu'elle n'oublierait jamais. Elle a conclu en affirmant que l'on ne peut véritablement se racheter et se respecter mutuellement qu'en assumant pleinement la responsabilité de ses actes, et leur a souhaité le meilleur dans ce qu'elle a décrit comme un long chemin vers la guérison. Quel est your film préféré de Mel Gibson à ce jour? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous allez apprécier.